Nous allons établir une nouvelle date butoir de 10 à 12 jours à partir d'aujourd'hui. Il n'y a pas de raison d'attendre. C'était 50 jours avant, je voulais être généreux, mais la situation ne s'améliore pas. Notre politique étrangère, la politique de la Nouvelle-Russie après la disparition de l'Union soviétique, s'est toujours basée uniquement sur les intérêts nationaux. Pas de mentorat, pas d'imposition idéologique, d'approche à nos voisins ou à nos partenaires en général, comme c'est écrit dans nos documents conceptuels, dans la Constitution et dans le concept de politique étrangère. C'est comme ça que nous travaillons. La tâche principale de notre activité diplomatique est d'assurer des conditions sécurisées pour le développement du pays et d'améliorer le bien-être de nos citoyens. Et maintenant, quand beaucoup de politologues, d'experts et de scientifiques parlent sérieusement du fait que la Troisième Guerre mondiale n'est pas seulement inévitable, mais qu'elle est déjà en cours sous de nouvelles formes, en commençant par l'agression de l'Occident contre la Yougoslavie en 1989, puis contre l'Irak, puis la destruction de la Libye, l'attaque contre la Syrie. Tous ces pays du Moyen-Orient sont maintenant dans un état d'inquiétude parce que leur intégrité territoriale, dont l'Occident se soucie tant seulement pour l'Ukraine, a été gravement compromise. Pour l'Irak, la Syrie et la Libye en 2011, pendant le soi-disant printemps arabe. Et ces pays restent encore dans un état à moitié détruit. Et maintenant, l'Occident s'est tourné vers la région voisine. C'est la bande de Gaza, les territoires palestiniens en général. Il y a eu une agression contre la République islamique d'Iran. En Europe, bien sûr, la question ukrainienne est une manifestation de la ligne de l'Occident pour infliger une défaite stratégique à la Russie, comme ils le disent. Ils n'hésitent pas à confirmer qu'ils s'y préparaient depuis longtemps et ils confirment sans scrupule que les accords de Minsk, qui étaient censés mettre fin à tous les problèmes et sur lesquels le président Poutine a passé 17 heures sans repos ni sommeil avec la chancelière Merkel, le président français Hollande et le président Poroshenko de l'époque. Ensuite, ces gens qui étaient assis avec lui ont déclaré « Non, nous n'avions pas l'intention de les appliquer. Nous avions besoin de quelque chose sur papier pour gagner du temps pour l'Ukraine, pour la préparer à une guerre ultérieure contre la Russie, pour que nous puissions la remplir d'armes. » Et ces gens nous demandent maintenant, exigent de nous d'arrêter immédiatement le feu et de laisser tout comme c'est, pour qu'ils gagnent à nouveau une pause pour leurs clients à Kiev et continuent à les armer. Le fait que les Européens veuillent sérieusement nous vaincre est confirmé chaque jour, à mon avis. Le nouveau chancelier allemand, M. Merz, a déclaré, je ne sais pas s'il comprend ce qu'il dit, que nous devons à nouveau faire de l'Allemagne la plus grande puissance militaire en Europe. Elle l'était avant la Première Guerre mondiale qu'elle a déclenchée et avant la Seconde Guerre mondiale qu'elle a aussi déclenchée. Et maintenant, il veut à nouveau en faire la première puissance militaire en Europe. Et son ministre de la Défense, M. Pistorius, a dit que, si nécessaire, les Allemands tueront sans hésitation les soldats russes. Cela est perçu dans les élites européennes presque comme quelque chose de normal. Et cela reflète avant tout que l'Occident ne peut pas devenir simplement l'une des grandes régions puissantes d'un monde multipolaire. Il ne peut pas renoncer à l'hégémonie dont il a profité pendant 5 siècles. Et cela se voit surtout en Europe, où ils veulent imposer leur volonté à tout et à tous, sans tenir compte des considérations pragmatiques. Hier, avant-hier, le président Trump a rencontré la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et elle a déclaré avec fierté et plaisir qu'ils avaient atteint un accord. Les marchandises européennes entreront aux États-Unis avec une taxe de 15%, tandis que les États-Unis exporteront leurs marchandises en Europe sans taxe, à 0%. En plus, l'Europe dépensera 750 milliards de dollars pour acheter des énergies américaines, surtout du gaz naturel liquéfié et de l'énergie nucléaire. Et cela en refusant complètement d'acheter des énergies russes. Et encore environ 600 milliards pour des investissements, comme l'a annoncé Trump. C'est clair que les énergies américaines seront beaucoup plus chères que les Russes. C'est clair que cela mènera à une désindustrialisation supplémentaire de l'Europe, à un flux d'investissement de l'Europe vers les États-Unis. Et bien sûr,
Cela sera un coup dur pour les prix des énergies, pour l'industrie européenne et l'agriculture européenne. Mais des figures comme Ursula von der Leyen se réjouissent de suivre ce chemin. Oui, nous devrons dépenser plus. Oui, nous aurons moins de moyens pour résoudre les problèmes sociaux de la population. Mais nous devons vaincre la Russie. Et si on se souvient, un an de l'administration précédente aux États-Unis, Biden a dit à Lula, le président brésilien, qu'il faut détruire la Russie. Pas seulement une défaite stratégique, mais la détruire. Une guerre d'anéantissement. Le président Trump a une position différente. Il part du bon sens, comme il l'a dit plusieurs fois, en pensant d'abord à ce qui est bon pour les États-Unis, mais vous suivez sûrement ses actions, surtout dans le commerce. Avec l'Europe, ils ont atteint des accords qui sont nuisibles pour le vieux continent. Pas besoin d'analyser pour le voir. Mais le président Trump est pragmatique. Il ne veut pas de guerre. Et contrairement à son prédécesseur Biden et aux élites européennes actuelles comme von der Leyen, Starmer ou Macron, il est ouvert au dialogue. Même pendant la guerre froide, le dialogue se développait et permettait aux camps opposés de mieux comprendre les intentions de l'autre, surtout pour éviter une grande guerre. Cet instinct est perdu en Europe, comme le vaccin contre le nazisme qui ne fonctionne plus. En Europe, les mêmes forces qui voulaient détruire la Russie renaissent. Et dans ce cas précis, elles ont choisi l'Ukraine comme mécanisme d'attaque contre nous. Elles applaudissent tout ce qu'elle fait. La commissaire européenne à l'élargissement, Madame Koss, a déclaré il y a un mois que l'Ukraine a rempli toutes les conditions pour commencer les négociations d'adhésion à l'UE. A-t-on entendu une critique de l'Europe sur l'approche de l'Ukraine en matière de droits de l'homme, langue, éducation, médias, culture? La loi interdit le russe dans tous ces domaines, et cela a commencé bien avant l'opération militaire spéciale. Et l'Europe dit que l'Ukraine se bat pour les valeurs européennes. Macron l'a dit récemment, contrairement à la Russie, l'Ukraine combat pour nos intérêts, pour nos valeurs européennes. Cela signifie qu'ils avouent être tous des nazis, car le nazisme renaît en Ukraine, y compris par la loi. On enlève les obstacles pour héroïser Bandera et Tchoukevitch. Ils sont maintenant aux côtés d'Hitler, Goebbels et d'autres criminels de guerre comme symbole de liberté. Et nous avons toujours été pour le dialogue, même dans les temps les plus durs. Comme je l'ai dit, pendant la guerre froide, le dialogue entre l'Union soviétique et les États-Unis n'a jamais cessé. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est que pendant la guerre froide, il y avait un respect mutuel. Maintenant, il n'y en a plus. L'Europe est devenue furieuse. Je ne trouve pas d'autres mots. C'est en grande partie une lutte pour garder le pouvoir. Ils savent que les centaines de milliards d'euros investis en Ukraine pour qu'elle frappe la Russie, tue nos soldats, organise des attentats contre les infrastructures civiles, envoie des assassins pour tuer nos politiciens et journalistes. Tout cela, l'Europe le fait dans un seul but, utiliser les Ukrainiens comme chair à canon pour éliminer la Russie comme concurrent et, mieux encore, provoquer des tendances centrifuges dans notre société. Ils s'y activent beaucoup, malgré les mesures prises par nos dirigeants pour stopper les activités des ONG étrangères et des médias douteux, qui ne promouvaient pas les valeurs d'échange entre les jeunes ou la société civile, mais clairement l'agenda occidental. Mais le dialogue que nous menons avec l'administration Trump montre que des gens raisonnables existent encore en Occident. Et ils ont un soutien sérieux, comme le montrent les événements aux États-Unis. Nous sommes ouverts au dialogue, le président Poutine l'a dit plusieurs fois, avec n'importe quel pays, y compris les Européens. Le président Macron a appelé notre président, qui a pris le téléphone tout de suite. Je ne veux pas révéler les secrets de la conversation, mais elle n'a pas été très utile, parce que ensuite Macron a fait des déclarations publiques disant qu'il faut pressionner la Russie pour qu'elle accepte un cessez-le-feu immédiat, sans condition. Il dit cela depuis longtemps. Quand il l'a dit la première fois, on lui a demandé « Et vous, vous arrêtez de livrer des armes à l'Ukraine ?» Il a répondu « Non, le cessez-le-feu doit être sans condition. » Voilà le but. Comme les accords de Minsk étaient nécessaires pour renforcer le régime nazi de Poroshenko, maintenant ils veulent une pause. Dans ce contexte, comme je l'ai dit, l'Occident ne peut pas accepter la perte de son hégémonie et continue une politique néocoloniale. La politique des sanctions, c'est pour contrer les concurrents par peur de les laisser se développer normalement.
car les nouveaux centres de pouvoir les ont déjà dépassés. Si on enlève les obstacles, ils s'éloigneront encore plus de l'Occident. Oui, l'Occident garde des positions fortes en militaire, en technologie, en biotechnologie, en cyberespace. Mais l'Occident ne peut pas être juste l'un des principaux joueurs. Il doit être au sommet. Au moins, les élites actuelles ont cette mentalité. Pendant ce temps, le monde multipolaire se forme. C'est un processus objectif. Personne ne peut l'arrêter avec des sanctions, des guerres tarifaires ou en provoquant des guerres chaudes comme l'Occident le fait maintenant. Après ce qu'il a fait au Moyen-Orient, en Ukraine, en Iran, il planifie déjà des opérations en Extrême-Orient. En mer de Chine méridionale, dans le détroit de Taïwan, en mer de Chine orientale et en Asie du Sud-Est et du Nord, y compris la péninsule coréenne. Tout cela s'inscrit dans la ligne pour garder le pouvoir, pour maintenir la position des hégémons. Pendant ce temps, comme je l'ai dit, le monde multipolaire vaincra les tentatives de freiner le cours naturel de l'histoire. Nous avons beaucoup de partenaires, d'alliés et de gens qui pensent comme nous. Nos alliés les plus proches, à l'ouest, la République de Biélorussie, à l'est, la République populaire démocratique de Corée, avec qui nous avons des décennies de liens fraternels et de combats. Nous avons aidé nos voisins coréens à obtenir l'indépendance. Ils nous ont aidés à libérer la région de Koursk des néo-nazis ukrainiens. L'Inde est un autre grand pays. L'Inde, la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran. L'Inde, la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran. Tous ces pays représentent de grandes civilisations qui existent depuis des siècles et qui ont gardé leur identité civilisationnelle. Cela n'existe pas ailleurs dans le monde, mais sur le continent eurasien. Oui. Et ces grandes civilisations forment le groupe principal pour créer un monde multipolaire. En pratique, cela se concrétise avec l'Organisation de coopération de Shanghai, les BRICS, et nos partenaires dans l'Union africaine, la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes. Et bien sûr, l'intérêt que montrent des dizaines de pays pour coopérer avec les BRICS et l'OCS va grandir et aider à former des mécanismes stables pour le développement de la majorité mondiale. Si l'Occident utilise les mécanismes créés après la Seconde Guerre mondiale, comme le FMI, la Banque mondiale, pour abuser de sa position, y compris avec les monnaies de réserve, surtout le dollar, et en violant la concurrence loyale et la présomption d'innocence, alors la majorité mondiale, via les BRICS et d'autres mécanismes, crée des alternatives pour les paiements bancaires. On crée des routes logistiques qui ne dépendent pas des règles occidentales d'après la Seconde Guerre. Avant, quand l'Occident n'abusait pas tant, cela convenait à tous. Maintenant, les collègues occidentaux créent une situation où de plus en plus de pays s'éloignent de leurs mécanismes contrôlés. Et bien sûr, je dois parler de notre entourage proche, nos alliés, nos partenaires stratégiques dans l'organisation du traité de sécurité collective, la Communauté des États indépendants, l'Union économique eurasiatique. Ce sont de grandes structures qui s'intègrent dans la formation d'un grand partenariat eurasiatique. Ici, il y a les structures post-soviétiques, l'OCS, l'Océan et beaucoup d'autres joueurs prometteurs. D'ailleurs, le continent eurasien est le seul sans organisation continentale globale. En Afrique, il y a l'Union africaine et il y a beaucoup de structures sous-régionales, mais une continentale. En Amérique latine, beaucoup d'intégrations sous-régionales, mais il y a la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes. En Eurasie, non. Et probablement, quand le président a proposé, il y a quelques années au sommet Russie-ASEAN, de rapprocher ces processus d'intégration sous-régionale pour qu'ils se complètent, éliminent les doublons et forment ce grand partenariat eurasiatique, c'est une idée qui vient de la vie, pas artificielle. C'est objectif pour le bénéfice mutuel, l'économie de ressources et la maximisation des avantages de l'intégration. Et plus largement, cela sera une base solide, matérielle, pour l'architecture de sécurité eurasienne. Les structures actuelles de sécurité sont celles créées en Europe après la Seconde Guerre mondiale, l'OSCE bien sûr, l'OTAN. Mais l'OTAN et l'OSCE sont basés sur la sécurité euro-atlantique, avec des collègues de l'autre côté de l'Atlantique. Mais pourquoi ne pas avoir une structure continentale ouverte à tous les pays du continent, surtout maintenant que le président Trump ne veut pas garder un rôle spécial en Europe?
Il pense que l'Europe doit gérer ses problèmes seule, que ce soit la sécurité ou le développement économique, sur les conditions dictées par les États-Unis. Von der Leyen. Donc l'architecture de sécurité eurasienne frappe à la porte. Et pour la 3e année consécutive, en octobre, à Minsk, il y aura une conférence sur la sécurité eurasienne où on discute du projet de charte de la diversité et de la multipolarité au XXIe siècle, préparé par nos amis biélorusses avec nous. Les 2 premières conférences ont eu une participation intéressée, y compris de pays de l'UE, et je pense que leur nombre va grandir. Donc nous avons beaucoup de travail. Le principal, bien sûr, c'est vaincre l'ennemi. Pour la première fois dans l'histoire, la Russie combat seule contre tout l'Occident. Dans la Première et la Seconde Guerre mondiale, nous avions des alliés. Maintenant, pas d'alliés sur le champ de bataille. Donc il faut compter sur soi-même. Pas de faiblesse, pas de relâchement. Le président a défini les tâches que nous accomplissons sur la scène internationale, mais surtout sur la ligne de front. Ces tâches seront remplies. Nous insistons sur nos exigences légitimes. Assurer notre sécurité, pas d'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, pas d'élargissement de l'OTAN du tout. Elle s'est déjà élargie jusqu'à nos frontières contre toutes les promesses et documents. Deuxièmement, tout le monde dit la Russie doit revenir aux frontières de 1991. D'abord, en 1991, quand l'Ukraine a été reconnue indépendante, son principe principal dans la déclaration d'indépendance était « État non aligné, sans nucléaire, neutre ». C'est dans cette qualité que son intégrité territoriale a été reconnue. Mais quand ils ont commencé à détruire tout ce qui est russe, nous ne pouvions pas rester à l'écart. Nous avons essayé avec des négociations, ça n'a pas marché. Donc pas d'alternative à l'opération militaire spéciale. Ce ne sont pas les territoires qui comptent pour nous. Parfois on dit « ils ont capturé des territoires, il faut les libérer ». Nous n'avons pas besoin de ces territoires. Nous avons le plus grand pays du monde. Ce qui compte, c'est que les gens qui y vivent depuis des siècles, porteurs de la culture russe, de la langue russe, de l'éducation russe, qui veulent élever leurs enfants dans cette culture, ne soient pas exterminés et que leurs droits soient protégés. Ce sont des exigences légitimes. Et bien sûr, à reconnaître les réalités fixées dans notre Constitution, c'est une exigence sans alternative. Donc, beaucoup de travail. J'espère que les rencontres ici, que vous avez avec mes collègues, vous aideront à mieux comprendre ce que font les structures de politique étrangère de la Russie. Et j'espère que les rangs des diplomates s'enrichiront, y compris avec des diplômés de ce forum, la territoire d'essence. C'est le changement de l'unité. Ce discours de Sergueï Lavrov, très dense et structuré, reflète la vision stratégique de la diplomatie russe dans un contexte de confrontation prolongée avec l'Occident. Il s'adresse à la jeunesse russe, valorisant son engagement et son rôle dans l'avenir du pays, notamment à travers l'implication dans l'opération militaire spéciale. Lavrov pose une opposition claire entre une Russie fidèle à ses intérêts nationaux et un Occident accusé d'hypocrisie, de duplicité et de néocolonialisme. L'orateur présente la Russie comme une victime d'un plan à long terme orchestré par l'Occident, en remontant jusqu'à la guerre en Yougoslavie pour démontrer une continuité de l'agression. Il accuse directement les États-Unis et l'UE d'avoir instrumentalisé les accords de Minsk pour préparer l'Ukraine à la guerre contre la Russie et critique sévèrement les ambitions militaires allemandes actuelles, les comparant implicitement à celles des 2 guerres mondiales. Lavrov inscrit le conflit ukrainien dans une dynamique mondiale. Selon lui, la 3e guerre mondiale serait déjà en cours sous de nouvelles formes. Il oppose à l'hégémonie occidentale le projet d'un monde multipolaire porté par des puissances émergentes, Chine, Inde, Iran, etc., regroupés notamment dans les BRICS et l'OCS. Ce discours révèle aussi un rejet de l'ordre international post-Seconde Guerre mondiale, jugé obsolète et inéquitable. Enfin, Lavrov insiste sur les exigences de sécurité de la Russie, notamment la fin de l'élargissement de l'OTAN, et affirme que l'intervention militaire actuelle ne vise pas des gains territoriaux, mais la protection des populations russophones. Son ton martial, son rejet de tout compromis sur les réalités constitutionnelles russes et sa dénonciation de l'Occident marquent un durcissement du discours géopolitique russe,